Bonjour à tous. Bonjour à toute la diaspora et à mes frères des États-Unis, de la France, de l'Afrique et des autres pays en Europe. Merci encore pour le temps que vous nous donnez. Merci pour venir vous connecter. Merci pour le soutien que vous avez apporté, que vous nous avez apporté depuis que nous sommes ici. Cette vidéo aujourd'hui, c'est un peu pour aujourd'hui adresser une partie un peu particulière de notre pays, le Congo-Brazzaville. Mais avant que je commence, je veux juste dire que ce que je veux dire, en fait, la vision, je veux présenter la vision que nous avions il y a quelques années, que nous voulions partager avec les Congolais de Brazzaville et la diaspora en particulier. Je voulais aussi dire que, en fait, cette vision concerne tout le Congo-Brazzaville pour tous les départements. Mais je voulais focus un peu sur les 3 départements du Niboland, comme on a dit ça pendant des années. Le Niari, la Bouenza et la Lekumu. Je vais un peu focus sur ça et les Nibolek, en fait, ceux qui sont originaires de ces régions-là, qui sont à l'étranger, qui sont aussi au pays. C'est en fait quoi que nous voulons faire. Mais je dois dire la vérité, c'est que l'idée, en fait, elle va concerner tout le reste du Congo. Mais je vais focus un peu sur ces 3 départements-là aujourd'hui et aussi sur les gens qui sont de cette région. Parce que j'avais déjà dit dans le passé que j'allais faire une vidéo où j'allais un peu m'adresser au Nibolek et j'allais aussi m'adresser à la fin, donner un mot à l'UPADES, qui est l'un des plus grands partis du Congo-Brazzaville, qui concerne donc ces régions-là. Donc, l'UPADES du président Pascal Lissouba. Mais je vais finir avec ça. Je vais d'abord parler de la vision que nous avons pour le Niboland aujourd'hui. Bien sûr, c'est sans offense aux autres départements, parce que nous nous battons pour le Congo-Brazzaville, nous nous battons pour tous les départements, mais dans chaque vidéo, parfois, nous devions focus sur un certain, nous devons focus sur une certaine partie du pays. Et vous m'avez entendu parler de mes frères du Pool. J'ai fait une vidéo par rapport à comment est-ce que on essaie d'arranger les relations avec nos frères du Pool. Vous m'avez aussi entendu, j'ai fait des vidéos où j'ai parlé à mes frères du Nord,
par rapport au président Sassou, au Parti congolais du travail. Donc, c'est pas que nous n'avons pas parlé des autres, nous n'avons pas parlé aux autres. Mais aujourd'hui, ma spécificité, c'est un peu pour focus sur mes frères du Niboland, donc ceux qui sont originaires du Niari, de la Bouezane, de la Lékoumou. Et je voulais leur dire juste merci pour le support aussi. Je voulais juste leur dire aussi que nous avons mis en place ici aux États-Unis, il y a quelques années, une vision que nous voulions exécuter au pays. Et quand je suis venu publiquement, j'ai partagé ce que je voulais faire pour le pays. En 2016, j'ai partagé certaines idées, mais je veux en aller aujourd'hui que nous avons en fait eu ces idées, certaines des idées-là, des années bien avant, peut-être 5 ans avant. Et nous avons essayé de partager ça ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais mettre ça un peu plus public et je vais un peu target mes frères du Niboland pour leur dire ce que nous voulons faire pour cette partie du Congo, pour nous qui sommes originaires de là-bas. Je vais d'abord dire que je suis très fier d'être d'où je suis. Je suis fier de ce que mes parents ont pu faire personnellement, de l'opportunité qu'ils nous ont donnée à nous les jeunes d'être aujourd'hui, de vivre à l'étranger et tout ça. Je veux d'abord remercier mes propres parents pour ça, parce qu'il faut dire merci à ceux qui ont mis leurs mains pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Je suis aux États-Unis, aujourd'hui, c'est pas par rapport à moi-même, c'est par rapport à ce que ma famille a fait pour moi. Et je veux leur dire merci, parce qu'aujourd'hui, c'est une adresse un peu spéciale aux gens de chez moi. Donc, il faut d'abord commencer que je commence par ma propre famille. Je veux remercier ma famille, les Mabika, les Birangi, les Moukala, euh, les Mbouyou et tous ceux que vous connaissez, je veux les remercier pour le soutien, pour l'amour, pour tout ce qu'ils ont. Everybody who did everything so I can be where I am today. I want to thank them. Je veux les remercier, ma propre famille. Les Mbis, les Mbis, je ne vais pas oublier, les Ngomabi, merci beaucoup. Euh, cette vidéo est un peu personnelle pour moi parce que je vais partager une vision. C'est une vision en fait que nous avons eue et nous avons mis ça en projet il y a quelques années. La vision était laquelle? C'était d'unifier les Congolais de la diaspora d'abord, avant qu'on aille au pays, et d'utiliser à travers ce que nous avons appris à l'étranger, euh, les opportunités que nous avons eues, le fait que nombreux d'entre vous avaient plusieurs nationalités. Il y en a qui sont américains, il y en a qui sont français, il y en a qui sont canadiens, il y en a qui sont allemands, il y en a qui sont belges. La manière dont nous avons voulu mettre en place comment est-ce que nous allons faire avancer le pays et faire avancer le Niari, la Bouenzal et le Koumou, c'était d'utiliser ce que nous avons appris à l'étranger pour repliquer ça chez nous-mêmes. Dans mon cas personnel et dans ceux qui étaient avec moi quand on a mis en place comment est-ce que nous allons aider le pays, c'est par rapport à ce que nous avons appris ici aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, il faut reconnaître que l'Amérique offre certaines opportunités que peut-être que certains autres pays n'offrent pas. Donc, ce que nous voulions faire en fait, c'était motiver nos frères qui ont des nationalités différentes, qui vivent à l'étranger. Pas seulement de venir étudier aux États-Unis ou en France ou en Allemagne, pas seulement d'avoir des diplômes, pas seulement d'aller travailler des carrières, comme on dit, d'aller travailler, mais de faire un peu ce que les Blancs font chez nous. Ce que les Blancs font chez nous, c'est pas des histoires de diplôme ou de carrière. Ce qu'ils font chez nous, c'est le business. C'est la partie un peu que nous avions trouvée qui était
weak, weak, donc qui n'était pas forte en ce qui concerne les Congolais de Brazzaville. Parce que nous avons étudié un peu nos frères qui vivent ici, aux États-Unis avec nous, les autres pays. Et la différence entre nombreux d'entre nous était que eux, ils ont une force économique aux États-Unis qu'ils ont construit et ils utilisent cette force pour aller construire chez eux, comme nos frères du Ghana, comme nos frères de Corée, nos frères de la Chine, même nos frères arabes. Et ce que nous avions remarqué en ce qui concernait en particulier les Congolais de Brazzaville, et je vais maintenant aller un peu plus profondément, ceux qui sont Nibolek, parce qu'ils sont nombreux ici aux États-Unis, c'est qu'ils sont très éduqués, ils ont des carrières, donc ils gagnent bien leur vie et tout ça. Ils ont vraiment réussi, nombreux d'entre eux ont réussi dans leur vie personnelle, comme vous voyez. Quand vous les revoyez, quand vous allez les voir, ils ont les nationalités américaines, ils ont les nationalités anglaises, ils ont les nationalités canadiennes. Ils sont très successful, personnellement. Mais il y a un problème. Le problème qu'on a vu, c'est que leur succès personnel n'était pas partagé dans le sens où ça n'aidait que eux-mêmes et leur famille. Mais en fait, il n'y avait pas un sens de communauté. Donc, quand nous avons commencé à faire les études de former la force économique à travers le business et le ownership, c'est être propriétaire de business. C'est pas travailler pour les gens. C'est pas, même si on te paie $1 million l'année, tant que c'est un boulot que tu travailles pour quelqu'un, on peut te fire demain, on peut te renvoyer et tu perds tout. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Nous parlons d'être owner. Owner, c'est être propriétaire de nos ressources, être propriétaire de quelque chose. Et nous avons remarqué que les Congolais n'étaient pas présents. Il y avait une petite minorité de Congolais, comparé aux autres pays, comme nos frères de l'Ouest, ou comparé aux gars aux Asiatiques, ou comparé aux Arabes. Et donc, nous avions donc décidé à cette époque-là de pousser quelque chose qui n'existe pas en réalité dans notre communauté. C'était la formation et l'acquisition des business, pas seulement pour s'aider entre nous ou pour aider les familles personnelles, mais pour former cette force-là et commit quelque part d'aider le pays. Et moi, par rapport à mon expérience, j'ai démarré ça avec ce que vous appelez l'immobilier. Nous, on appelle ça ici le real estate. Et la raison pour laquelle nous avions choisi le real estate et l'immobilier à l'époque, c'était parce que c'est un genre de business qui est back-up par des assets. C'est-à-dire que tu ne vas pas investir de l'argent qu'on ne voit pas. Parce que dans l'immobilier, quand vous investissez de l'argent, vous pouvez voir là où l'argent est parti. Et pas seulement par rapport à ce que le building ou la maison ou le business représente, mais par rapport aux revenus aussi que ça apporte. Donc c'était un peu moins risqué si vous voulez. Nous avons étudié, nous sommes allés étudier le business des maisons, nous avons étudié le business des appartements et nous sommes allés même plus loin étudier comment acquérir des stations de gaz. Les stations d'essence, si vous voulez. On appelle ça ici aux États-Unis gas station. Mais la gas station, c'est pas seulement la gas station que vous voyez. La gas station, en fait, est séparée en deux niveaux. Il y a le store où les gens viennent faire les courses, ils viennent acheter des trucs, là où on paie pour le gaz. Il y a l'essence, mais il y a aussi la terre. Donc, en fait, la gas station a 3 différentes étapes où tu peux faire l'argent 3 fois. Et donc, ce que nous avons essayé de dire ici, c'était que nous voulions donner une opportunité aux Congolais de Brazzaville
de pas seulement rester dans leur succès personnel que nombreux d'entre eux achievent, parce que il faut qu'on se dise, surtout les gens les Nibolèques sont la plupart d'entre eux sont vraiment éduqués. Ils sont allés à l'école et ils aiment bien étudier. Mais le problème, c'est que leurs succès sont un peu personnels. C'est pas partagé. Donc, il faut trouver quelque chose qui va les permettre de partager non seulement certaines des connaissances qu'ils ont en tant qu'intellectuels, mais aussi quelque chose qui va faire qu'ils n'aient pas peur de venir travailler, faire grandir la partie économique avec nous. Donc, on a pensé à cette époque que l'immobilier, le real estate était un peu plus facile pour démarrer à former cette force économique. Ce que nous avions présenté aux Congolais à l'époque était de leur dire, écoutez, il y a beaucoup de succès personnels, mais il n'y a pas de force de communauté. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à investir et à acheter des business, travailler ensemble en partnership, quelle que soit ta profession, que tu sois docteur, que tu sois lawyer, que tu sois que tu travailles dans quelle que soit l'industrie où tu es, mais on pouvait présenter des projets comme ça à ces Congolais-là pour qu'ils viennent investir et travailler avec nous. Et bien sûr, le fait que nous sommes aux États-Unis, quand on parle d'argent, tout n'est pas cash comme en Afrique. On a aussi accès aux loans et tout ça, à certains avantages ici par rapport à la manière dont l'Amérique marche. Donc, tout n'est pas obligé d'être cash, en fait. Mais on peut aussi avoir des loans tant que les revenus sont protégés par l'asset qui est un building ou une maison ou des appartements ou des condos ou même des stations de gaz, des stations d'essence si vous voulez. La raison pour laquelle nous voulions le faire, c'était parce que nous avons vu que les Congolais n'ont pas de force économique. Et quand nous écoutions ce qui se passe au Congo, toutes les histoires qui nous arrivent, l'argent ne vient jamais des Congolais. La partie financière est toujours, en fait, financée par les étrangers. Donc, ce qui nous arrive, c'est en fait parce que quelque part, les Congolais attendent que quelqu'un d'autre vienne mettre ce qu'on appelle le paycheck. Et j'ai beaucoup parlé de ça. Le paycheck, c'est ce que tu gagnes. Hein, c'est les revenus de ce que tu peux gagner la semaine ou le mois et tout ça. Et on a donc vu que les Congolais n'avaient pas en fait de paycheck venant des business dont ils sont propriétaires. L'histoire du Congo est en fait attachée à ce que nous, en face des promesses qu'on donne nos ressources gratuites, comme vous avez vu dans l'histoire de Total et du pétrole, comment les Congolais en fait ne sont pas propriétaires du pétrole, ils sont propriétaires de rien. Et il y a cette conception-là avec laquelle les Congolais vivent depuis des années où l'argent doit venir des étrangers. Pour l'argent, il faut aller demander aux Français, il faut aller demander aux Américains. Donc nous avions voulu commencer à combattre ça en poussant cette histoire que les Congolais soient propriétaires de leur propre business, qui travaillaient ensemble et qui committent une partie des revenus de leur business pour aider à construire le Congo. Et on a commencé à essayer de pousser ça. C'était compliqué parce que les Congolais ne sont pas très business savvy, pour être honnête, comme nos frères de l'Ouest ou nos frères arabes. Parce que les Congolais, ce qu'on leur a appris dans le système français, c'était aller à l'école, va faire des diplômes et va chercher un boulot. Mais on leur a pas pris la mindset de businessman. Et nous vivons aux États-Unis. Moi, personnellement, j'ai embrassé ça. J'ai embrassé la mindset de business parce que ça m'a permis d'apprendre la différence entre être owner et être travailleur. Donc, moi, dans mon historique, pendant les 10 dernières années que je faisais le real estate, j'ai appris avec mes mentors, avec ceux qui m'ont appris, donc, si vous voulez, les finances et tout ça, la différence entre être juste un travailleur de quelqu'un
et être propriétaire de ton propre business. Et j'ai donc voulu attacher ça à la diaspora de manière à ce que nous commencions à prendre possession nous-mêmes de notre futur. Nous savons que nos frères au pays ne peuvent pas se lever du jour au lendemain et prendre possession de nos ressources. Ça veut donc dire que le vent là, l'idée là doit venir de l'étranger, de la diaspora. Mais on a rencontré beaucoup de résistance parce que la mindset de business, donc la manière de penser de business, en fait, les Congolais de Brazzaville, c'est pas vraiment quelque chose qui est très développé chez eux. Donc, il y a une curve, une phase d'information qu'il fallait démarrer et faire savoir à nos frères congolais que, écoutez, il est maintenant temps que nous aussi, nous faisions partie de la classe de business, de la classe de propriétaires. Et tu n'es pas obligé de commencer grand, tu peux commencer petit, tu fais un petit deal, même si c'est un deal de 50 000 $, mais tant que tu es propriétaire et tu as des ressources à travers ce deal que tu fais, ça pourra aussi encourager les autres Congolais, tu peux même travailler avec les autres Congolais et continuer à grow cette mindset-là. Et nous allons commit à un certain moment donner certains fonds pour aider notre pays si nous arrivons donc à travailler ensemble. Mais le grand challenge ici, c'était de pouvoir travailler ensemble. Ce n'a jamais été facile pour les Congolais parce que nous sommes habitués à ces histoires de tribalisme, de division, de haine. Toi, tu es du Poul, moi, je suis du Nyari ou de la Bouenza ou de quoi, ou toi, tu es du Nord, on ne peut. Il y a un travail ici qui devrait se faire pour faire comprendre à nos frères que quand on parle de business, ça n'a rien à voir en réalité à voir avec les tribus. Ça a à voir avec la sécurité que ça va apporter à la communauté, ça a à voir avec la force que ça va donner à notre communauté de Congolais, et ça a à voir avec le profit aussi pour chaque famille, parce que chaque famille qui rentre qui vont rentrer dans ces business-là vont bénéficier quelque part personnellement, mais il faut qu'il y ait un commitment pour pouvoir aider le pays. Il faut qu'il y ait une certaine partie de revenus que nous allons commettre pour aider le Congo-Brazzaville. Mais avant d'aller aider le Congo-Brazzaville, c'est aider la diaspora. La mindset que nous avons essayé de mettre en place, c'était que si les Congolais pouvaient commencer à acquérir plusieurs business et pouvaient commencer à travailler ensemble à travers les États différents, donc pas seulement Atlanta ou en Géorgie, mais les Congolais de New York, les Congolais de Washington, les Congolais du Michigan, les Congolais d'Ohio, on peut commencer à travailler ensemble, à faire des acquisitions ensemble. Ça va nous permettre de former cette force-là et ça va nous permettre de commencer à construire ce que nous n'avons jamais eu, les finances, la partie financière, l'influence financière. Et avec cette influence financière, nous allons aussi soutenir nos frères qui veulent aller dans la politique, qui veulent être politiciens demain, qui veulent être députés demain, qui veulent être ministres demain, qui veulent même être président demain. Mais nous allons les soutenir s'ils soutiennent le projet que nous, on a pour construire le Congo. Donc, quand on parle de construire le Congo, on parle donc de prendre possession d'une partie de nos ressources au Congo, de mettre l'électricité partout, de mettre l'eau partout, de construire les routes, de reconstruire les écoles pour que les gens puissent aller à l'école de manière avec dignité, les enfants puissent s'asseoir sur des bancs, de mettre les bancs, comment tu appelles ça, de construire les marchés, à essayer d'aider un peu nos mamans là-bas qui travaillent dur dans les marchés et tout ça, leur donner l'opportunité d'avoir une vie un peu meilleure, d'emmener le Congo de la médiocrité à la middle class. La middle class, c'est la classe moyenne. Et bien sûr, d'aller aussi, de faire partie de créer les entreprises au Congo. On sait que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de difficile à faire. Mais on s'est dit que si on peut démarrer ici, à l'étranger, à travailler ensemble,
et que le peuple au Congo nous voit en train de faire ça, ça va avoir de l'influence et ils vont comprendre que ça peut se faire. Donc, nous avons essayé de mettre en place cette procédure-là et effectivement, ça a démarré, ça a commencé. Il y a certains Congolais qui ont commencé à le faire et nous voulons juste dire que nous allons continuer à les encourager. Et je vais vous prendre un exemple. J'ai partagé hier des vidéos et j'ai fait la publicité d'un de mes jeunes frères, mon frère Ulysse Mouitis, qui a partagé, qui a fait son restaurant à Syracuse, à New York. Et on a promoté ça, on va continuer à le promouvoir. J'ai aussi promoté beaucoup mon jeune frère Roland Crisbel, qui est très intelligent, qui a ce projet-là avec sa société d'informatique et tout ça, qui veut faire des grandes choses pour le pays, qui veut en fait mettre l'Internet partout dans le Congo-Brazzaville dans le futur, mais qui aussi au même moment est déjà entrepreneur, a déjà un business qu'il est en train de développer et tout ça. Il apprend même aux autres comment se développer dans la partie informatique, Internet et tout ça. Donc, vous avez des jeunes comme ça qui sont déjà en train de le faire, mais l'histoire que nous n'entendons pas, ce sont les autres dont on n'entend pas. Et nous devons commencer à partager les histoires de ces gens successful ou de ces jeunes qui sont en train de se mettre au pas, qui sont en train de créer cette mindset de ownership que nous, on a promoté pendant des années. Il y en a aussi d'autres qui font d'autres business ici aux États-Unis, qui sont successful, by the way. Et nous voulons continuer à les encourager parce que nous avons besoin de créer plus de owners, pas seulement des travailleurs. Le succès ne doit pas être seulement le diplôme que tu as eu ou le boulot qu'on t'a donné. Le vrai succès, c'est être propriétaire, parce que quand tu es propriétaire, tu peux nous aider à aider le Congo dans le futur. Tu peux nous aider à choisir les politiciens et à soutenir les politiciens là que nous voulons qui vont apporter la construction du Congo-Brazzaville au pays. Donc c'est pour ça que cette partie est très importante. Et puis cette partie va créer une indépendance financière que nous n'avons jamais eue. C'est ça la partie la plus powerful. Et je vais être très honnête avec vous. Cette partie financière, en fait, c'est une manière de créer des riches congolais. Je vais le dire. Cette manière de faire les choses est en fait une manière de créer, je vais maintenant aller plus, des millionnaires congolais. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas confortables avec ça parce qu'ils ne comprennent pas bien. On pense que tous les riches sont mauvais ou que les riches nous couillonnent et tout ça. Mais le problème, c'est que une bonne partie des riches qui investissent chez vous ne sont pas de chez vous. Donc, il faut maintenant créer aussi une classe de gens successful qui vont vous aider aussi, qui vont aider votre pays. C'est ça le problème que nous n'avons pas. Nous n'avons pas des gens qui sont successful qui vont nous représenter. Quand vous parlez à un Congolais de la richesse ou des riches, automatiquement il pense aux gens de Sassou. Pourquoi? Parce que chez nous, on a fait croire à des millions de gens que les seuls qui avaient accès à l'argent, c'est les gens du gouvernement qui travaillent pour Sassou Nguesso ou les gens qui ont volé dans les histoires du gouvernement. Mais ce que les gens oublient, c'est que une autre partie de la richesse, ça se crée à travers les business. C'est pas à travers les histoires de vol. Ça se crée à travers les business. Et donc, nous avons voulu partager cette mindset de ownership, donc d'être propriétaire, parce que nous savions que si nous réussissons à avoir des centaines de Congolais qui deviennent propriétaires de business et qui acceptent de travailler avec nous, parce que nous allons les encourager, nous allons les promouvoir, qui acceptent de commettre une petite partie de leurs revenus pour le pays, nous savions que ça va changer notre pays. Et donc, le commitment que nous avons eu
Donc, quand nous avons fait le plan, nous avons étudié certaines parties, la partie de real estate, la partie des stations de gaz, la partie des petits business et tout ça, des appartements. Nous nous sommes dit que, OK, après que nous avions formé, nous allons former la force économique ici aux États-Unis, au Canada, en France et dans tous les pays, nous allons commit sur deux choses. Ces businessmen-là qui vont investir leur argent pour aider le Congo vont commit, un, de ne plus jamais financer de guerre, plus de guerre civile entre nous, et deux, l'injection de capital qu'ils feront dans le futur pour le pays devra se faire, bien sûr, en partnership avec le nouveau gouvernement congolais. Donc, nous parlons du gouvernement après Sassou. Nous ne parlons pas de maintenant, parce qu'on sait que maintenant, là, c'est la pagaille. On ne peut pas compter sur ces gens-là. Tout ce qui les intéresse, c'est voler et puis mettre tout le reste à genoux. Nous parlons de l'après Sassou. Que ceux-là vont commit donc d'aider nos frères qui vont amener le capital de travailler ensemble avec le nouvel gouvernement parce que ça va être, ces gens-là vont venir injecter le capital pour construire le Congo-Brazzaville. Donc, quand nous avions fait les calculs, nous avions essayé d'estimer après un certain nombre d'années combien est-ce que nous pouvions raise comme capital pour le Congo-Brazzaville. Nous sommes tombés sur le chiffre entre 50 et 150 millions de dollars d'injection de capital. Mais avant que nous puissions arriver à ces 50 ou 150 millions de dollars d'injection pour le Congo-Brazzaville, nous devons d'abord aider les Congolais individuellement à devenir propriétaires de leur business. Nous devons les inspirer à le faire. Nous devons, s'il n'y a pas beaucoup de connaissances, nous devons créer des discussions pour qu'ils le fassent et de leur donner l'opportunité de venir acheter des business, d'investir. Il y a deux aspects dans la partie investigation. Il y a leur aspect personnel, donc ceux qui vont investir vont aider leur propre famille, donc leur famille devient un peu plus riche. Et nous devons être confortables avec cette idée. Pourquoi? Parce que pendant des années, on a fait croire aux Congolais que les seuls qui pouvaient être successful sont les Français, ou les Allemands, ou les Belges, ou les autres. Mais les Congolais ne se sont jamais vus comme si vous voulez, les histoires de succès pour leur propre pays. Ils se sont toujours vus comme des gens qui vont venir aider les autres. Mais ce que nous voulons maintenant essayer de pousser, c'est qu'eux-mêmes, ils deviennent une histoire de succès personnel. Et nous espérons qu'avec leur succès personnel, ils vont aussi prendre une partie de leurs revenus et nous aider à construire le futur Congo. Nous voulons les aider, mais nous voulons aussi qu'eux, ils commettent d'aider le pays et de soutenir ceux-là qui vont aller construire le Congo, ces jeunes-là qui vont aller au Congo pour démarrer la nouvelle mindset et emmener la force économique. Donc, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui ne va pas se faire en un jour. Mais c'est quelque chose, quand vous avez commencé, ça va se repliquer. Ça va se repliquer à travers les pays différents. Parce que nous avions vu, nombreux d'entre nous ont beaucoup de nationalités. Il y en a qui ont 2, 3 nationalités. Mais dans les pays où ils vivent, ils n'ont aucun business. Ils ont que les boulots, ils ont les maisons, ils ont de l'argent dans les comptes. Mais ils n'ont pas en fait cette force-là que les Blancs ont chez nous. Parce qu'il faut qu'on se le dise. La raison pour laquelle vous laissez les Blancs venir chez vous, c'est parce que vous pensez que les Blancs connaissent mieux ces histoires-là que vous. Mais aujourd'hui, vous avez les mêmes nationalités que ces Blancs-là. Mais vous devez aussi, dans les pays où vous êtes, commencer à faire comme eux, ils ont fait chez nous. Commencer à devenir propriétaire dans ces pays-là de business. Pas seulement les trucs personnels. Les trucs personnels, c'est normal.
mais nous parlons de business. Et nous voulions donc pousser cette mindset-là et dire à nos frères que nous pouvons le faire. Cette génération, nous pouvons le faire. Nous pouvons créer une force économique des Congolais. Nous pouvons avoir maintenant un peu les moyens, même nous-mêmes, de pouvoir aller régler les problèmes chez nous. Et nous allons faire le partnership avec le prochain gouvernement pour que le prochain gouvernement ouvre les portes à ces jeunes-là pour qu'ils viennent injecter le capital, mais qu'eux aussi, ils donnent des garanties parce que ces gens seront des businessmen, ils vont investir leur argent, ils doivent avoir des profits. Comme ils ont fait aux Blancs. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont fait avec les Blancs, ils ont tout donné. Ils ont tout donné aux Blancs. Les Blancs prennent tout, sont propriétaires de tout, et nous, on nous prête de l'argent. C'est pas comme ça qu'on fait un deal. Les deals doivent être faits en partnership. Donc, ces nouveaux, ces Congolais-là, qui vont être propriétaires de business à l'étranger, qui vont aller vouloir venir injecter le capital au Congo, devront faire un partnership avec le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais devra ouvrir les portes pour laisser ces gens-là venir partager ce qu'ils ont appris à l'étranger. Donc, ceux qui sont des ingénieurs dans le pétrole, mais il faut qu'ils viennent maintenant au Congo, pas en tant qu'ingénieurs pour aller travailler pour Total, mais en tant que propriétaire d'une nouvelle compagnie de pétrole qui va venir faire la compétition avec les Total et qui va demander aussi qu'on leur donne une partie des ressources pour qu'ils puissent aller chercher le pétrole. Exemple. La SNE, il faut que nos frères qui ont travaillé, qui ont étudié dans l'électricité à l'étranger aussi, aient l'opportunité de venir emmener une compagnie qui va challenge la SNE. Qui vient venir avec ils vont venir avec une compagnie qui va maintenant aider à comprendre pourquoi est-ce que l'électricité ne se répand pas partout et quelle est la prochaine étape qu'on doit faire. Mais ça doit être réglé par les Congolais de Brazzaville, pas par des étrangers. C'est en fait ça que nous poussons. Nous poussons donc que les connaissances que ces jeunes-là ont acquis à l'étranger ne soient pas seulement pour aller faire des boulots, mais pour maintenant devenir leader de compagnie, pour devenir entrepreneur, pour avoir ce courage-là maintenant de prendre les choses en main et d'aller nous régler les problèmes au Congo avec la connaissance qu'ils ont eue à l'étranger, avec les moyens qu'ils ont commencé à construire avec les compagnies qu'ils ont ouvertes à l'étranger. Et c'est un peu ça que nous avons poussé. Nous avons poussé cette mindset-là et cette force économique-là ici aux États-Unis. Nous avons même poussé ça au Canada, on a poussé ça aussi en France et dans d'autres pays. Mais on voulait que les Congolais comprennent que il faut maintenant faire les choses de manière différente. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir faire les choses de la même manière et penser qu'il y aura un résultat différent. Vous n'allez pas faire comme ce que les Sassou ont fait. Les deals qu'ils ont fait sont horribles. Ils ont vendu le pays gratuitement. Ils ont tout donné aux étrangers. Donc, nous devons repartir, nous avons parlé de repartir, racheter une partie de nos ressources et que le gouvernement, le prochain gouvernement nous aide à le faire. Ou nous laisser gérer une partie de nos ressources, mais il faut aussi que les gens démontrent qu'ils aient l'expérience, qu'ils ont déjà des business, qu'ils ont fait des business à l'étranger, qu'ils ont l'expérience, qu'ils sont successful dans les pays des Blancs et que nous pouvons aussi être successful chez nous. Donc, c'est ça que nous avons poussé. La raison pour laquelle aujourd'hui je voulais un peu partager parler de mes frères Nibolek et du Niboland, c'est parce que je voulais qu'ils sachent que nous avons beaucoup de potentialité dans le Niboland. Hein. Nos frères du Niboland, les jeunes du Niboland, ceux que j'ai vus sont très très éduqués, hein, une bonne partie d'entre eux, et ont beaucoup de succès personnel, comme j'ai dit. Mais maintenant, nous devons apprendre à travailler ensemble. Nous devons apprendre à construire ensemble. Nous devons apprendre à diriger ensemble. Et nous devons apprendre à se supporter les uns les autres. Parce que ce qui arrive à notre pays, c'est parce que nous avons laissé les autres tout faire pour nous. Cette fois, nous voulons commencer à faire nous-mêmes.
nous devons commencer à faire nous-mêmes. Et nous devons avoir le courage de nous dire, nous devons avoir le courage que s'il y a un frère qui est successful, il faut partager son histoire. Et ce frère-là aussi a une responsabilité d'aider les autres. Comment est-ce qu'ils vont devenir successful? Comment est-ce qu'ils vont faire aussi pour devenir entrepreneurs? Ou comment est-ce qu'ils vont faire pour acheter un business? Quel que soit le genre de business que c'est. It doesn't matter, mais il faut commencer à se supporter dans ce niveau-là parce que ça va élever notre paycheck. Et donc, nous allons avoir plus de force économique pour pouvoir aider non seulement la diaspora, mais aussi aider notre pays. Et c'est un peu sur tout ça que nous avons insisté pendant des années. Au début, ce n'était pas public, hein, c'était behind the scene. Mais en 2016, quand je suis arrivé, pour participer dans la diaspora publiquement, j'ai commencé à partager ces idées-là. Et je voulais que mes frères comprennent que ça existe déjà. Il y a déjà des Congolais qui ont commencé à le faire. Et nous les encourageons et nous allons les supporter, nous allons partager leur business, nous allons promouvoir leur business. Mais nous devons maintenant passer à l'étape de propriétaire. C'est ça le grand combat maintenant. Vous avez les nationalités, vous avez les diplômes, c'est bien, mais ça ne veut rien dire si vous n'avez pas la force de pouvoir aider votre pays. Et pour le faire, il faut être propriétaire de business. Il faut avoir des business qui ont des revenus, qu'on peut injecter une partie pour aider le pays, même s'aider entre nous dans la diaspora d'abord, mais aussi à la fin aller aider le pays. Et c'est un peu sur ça que nous on a focus. Parce qu'on sait que nombreux déjà nous parlent de politique, nombreux ont des intentions politiques, ont des backgrounds politiques, donc ils sont déjà très nombreux dans les histoires politiques. Il fallait donc qu'on aide les Congolais à avoir accès à une partie qu'on appelle une force économique pour qu'ils puissent s'exprimer, exprimer donc ceux qui veulent faire, leurs connaissances et tout ça, et les pousser pour qu'ils puissent devenir successful. Et c'est vrai, ça va créer beaucoup de millionnaires. Cette situation, en fait, ce business, cette mindset va créer beaucoup de millionnaires congolais. Il ne faut pas qu'on se le cache. Mais notre expectation est que ces millionnaires congolais, avec l'opportunité qu'ils ont eue à l'étranger, committent comme les Américains font dans leur pays, d'aider leur pays, de supporter les politiciens qui vont construire le Congo, pas ceux qui vont détruire le Congo. Donc, c'est un peu la partie un peu inconfortable de la discussion que les gens ne veulent pas avoir parce qu'on parle de, people becoming rich, people becoming very successful. Donc, il y a des gens qui ont peur de la richesse. Il faut qu'on se le dise. Mais la richesse n'est pas mauvaise. Il faut pas blâmer la richesse. C'est ce que les gens font avec l'argent ou comment les gens font pour avoir leur argent. C'est ça la différence. Mais là, être riche, c'est pas une mauvaise chose. Il faut que les Congolais comprennent ça. Être propriétaire de business n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu as ou comment est-ce que tu fais pour obtenir l'argent. Si c'est pour verser le sang des autres, si c'est pour tuer les autres, then it's not a good thing. Parce que c'est destructif. Mais si la richesse que vous construisez est constructive, fait avancer votre famille, fait avancer votre pays, fait avancer vos compatriotes, et vous allez même inspirer les autres des autres pays qui sont autour de vous, it's a good thing. C'est pour ça que c'est une conversation qui était un peu compliquée, un peu difficile à avoir par rapport à la mindset française que les Congolais ont. Et moi, personnellement, j'ai vraiment poussé ça. J'ai poussé ça partout où je suis passé. Il y en a même, en fait, qui m'ont pratiquement insulté. Ils ont dit, mais attends, c'est quoi ton histoire là? Tu nous dis d'acheter des business et tout ça. C'est quoi cette histoire? Je dis, c'est parce que je veux que vous aidiez votre pays. Il faut que toi, tu deviens millionnaire. Il faut que l'autre devienne millionnaire. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul millionnaire. Il faut qu'il y en ait 10, 30 ou 40 ou 50. Parce que le plus vous êtes nombreux, le plus facile ça devient pour vous de pouvoir avoir les moyens d'aider votre communauté, de faire grandir votre communauté et d'aider votre pays. C'est ce que les autres ont fait, même dans les pays d'Afrique, comme le Ghana.
si vous ne savez pas. Le Ghana a été reconstruit par la diaspora. Et l'argent vient des États-Unis, vient de Grande-Bretagne, vient des autres pays. C'est comme ça qu'ils ont reconstruit. Mais si on vous dit ce que ces gens-là ont fait dans ces pays-là pour aller reconstruire chez eux, vous allez même être choqués. Vous voyez. Donc, comme les Congolais de Brazzaville, ce n'est pas une conversation qui est populaire dans nos murs, il fallait donc commencer la partie éducation. Il fallait commencer à dire aux Congolais que ça peut se faire. Il fallait commencer à dire aux Congolais, il y a des Congolais qui ont accès exemple, si vous voulez, des buildings, qui ont accès aux maisons, qui ont accès au business comme des stations de gaz. Et nous avons aussi des relations ici avec les Américains, tout qui peuvent nous aider à faire ces acquisitions-là. Mais il faut d'abord expliquer aux gens que ça peut se faire. Et maintenant, quand quelqu'un est suffisamment confident, il pense qu'il veut investir, ben il appelle l'autre et puis on se retrouve, on s'assoit et on lui présente le plan en privé et il prend la décision qu'il doit prendre. S'il veut investir, il investit. Et pour nous, ça continue à le propulser et nous allons le propulser pour dire qu'il y a un tel qui est devenu, qui est en train de faire ses acquisitions ici. Il y en a l'autre qui a acheté, exemple, 30 maisons. Je te prends un exemple à New York. Il y en a un autre qui a acheté 40 maisons à Atlanta. It's a good thing. Ou qui a acheté 2 gas stations, une gas station à Ohio, une gas station. It's a good thing parce que ce que ça montre, ça commence à montrer la strength de la communauté. Ne vous trompez pas. Les autres pays, la raison pour laquelle ils ont construit leur pays, c'est parce que leur diaspora est propriétaire de business. La force des États-Unis, à la différence de l'Europe, c'est parce que les États-Unis ont donné l'opportunité à beaucoup d'immigrants d'être propriétaires de business. C'est ce qui est un peu rare en Europe. C'est ce qui est un peu difficile parce qu'en Europe, apparemment, il faut que tu aies beaucoup d'argent, que tu connaisses vraiment les gens. Mais ici, aux États-Unis, c'est un peu normal. Et nous avions voulu utiliser cette opportunité des États-Unis pour promouvoir ça. Même au Canada, hein, moi je parle aussi à mes frères du Canada, eux aussi ils ont ces opportunités-là. Et en parlant du Canada, je veux le dire, j'avais parlé j'avais demandé publiquement à mon frère Bernard Pungui de nous expliquer quelles étaient ses solutions à lui pour le Congo. Et il a fait toute une vidéo où il a expliqué les solutions que lui il avait pour le Congo, comment reconstruire le Congo. Mais effectivement, c'est ce que nous essayons de partager avec le peuple congolais, que parmi nous, les Congolais, il y a des Congolais qui ont un plan clair de ce qu'ils veulent faire au Congo-Brazzaville, noir sur blanc. Ils ont un plan clair, mais maintenant, il faut que nous soutenions ces plans clairs avec des finances. Il ne faut pas penser que les finances doivent arriver seulement quand vous allez arriver au pouvoir et que c'est là que l'argent va sortir. Non, l'argent peut sortir depuis que nous sommes ici à l'étranger. Mais il faut le faire comme les Coréens le font, comme nos frères arabes l'ont compris. Il faut être propriétaire de business à l'étranger qui apporte des revenus. C'est ça. C'est ça que nous avons poussé. Parce que ça va faciliter un peu les choses. On ne va pas toujours tout attendre que tout se passe, tout vient du Congo. La solution financière n'est pas absolument du Congo, ne doit pas absolument sortir du Congo-Brazzaville. Mais si nous avons des plans comme Bernard Pungui de construire un grand hôpital à Sibiti, dans la Lekumu, comme le plan de construire un grand hôpital à Dolisie, dans le Nyari, comme le plan de construire un hôpital à Madingu, that's powerful. Et je pense que dans sa présentation, il avait parlé, quand on a fini de compter, c'était à peu près 8 hôpitaux à travers le département du Congo. Donc vous voyez qu'il y a des frères qui sont ici, qui ont en tête, qui ont mis en place une procédure de comment est-ce que nous allons construire le Congo. Construire l'histoire du chemin de fer, on n'en parle même plus jamais. Mais il faut que ce soit construit. Les routes, pour qu'on puisse emmener les marchandises du Nyari à travers le Nyari, la Bouenza, tout ça, pour que ça arrive à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais il faut qu'on ait les routes construites, pas les routes des Chinois qui se cassent en 6 mois. Nous parlons des vraies routes, comme les routes que nous faisons ici, là, aux États-Unis, qui restent pendant des années. Et que chaque année, il y a une maintenance qui vient boucher les trous.
On construit pas seulement les routes, mais on bouche les trous chaque année. Il y a une équipe qui vient tous les mois ici pendant l'été pour boucher les trous. C'est de ça dont nous parlons, cette mindset-là. La partie de la poubelle, les compagnies qui vont faire la poubelle, qui vont aller enlever les caniveaux et tout ça. C'est un business, c'est un grand business. La partie des poubelles. Mais nous pouvons avoir des Congolais à l'étranger qui commencent à acheter une compagnie de poubelles ou investir dans une compagnie de poubelles. Et ils peuvent transférer cette compagnie de poubelles-là au Congo quand le moment va arriver pour qu'ils puissent aussi avoir le business, mais à faire le deal avec le gouvernement, que le gouvernement les laisse faire grandir sa compagnie au Congo et commencer à régler les problèmes sanitaires du Congo-Brazzaville. Donc c'est dans cette conception-là, c'est dans cette mindset-là que nous sommes. Et que nous voulons donc pousser maintenant que les Congolais viennent parce que nous voulons avoir un peu plus de contrôle sur notre futur. Pas attendre absolument les Blancs. Mes frères, hein? Arrêtez d'attendre les Blancs. Arrêtez d'attendre les Blancs. Vous êtes allés dans les mêmes écoles que ces gens-là. Vous avez les mêmes diplômes que ces gens-là. Nombreux d'entre vous, vous avez des carrières dans les mêmes compagnies que ces gens-là. Vous pouvez faire mieux qu'eux. Parce que vous avez non seulement la connaissance de chez eux, vous avez aujourd'hui leur nationalité, mais vous êtes originaire des pays qui ont des ressources naturelles que Dieu a données abondamment. Et que vous pouvez maintenant développer ces ressources-là. Il y a une différence avec ce que nos grands-parents ont vécu. Vous êtes différents. C'est pour ça que nous poussons beaucoup cette nouvelle génération-là. Ils doivent comprendre leur force. Ils doivent comprendre qu'ils ont quelque chose de plus maintenant. Hein, mes frères et sœurs? C'est ça que nous avons décidé de faire. Dans le Niari, effectivement, nous avons parlé de reconstruire, comment tu appelles ça? Les parties essentielles qui vont aider la majorité. Dans la Bouenza, la même chose. Dans la Lekumu, la même chose. Nous voulons investir dans ces pays, dans ces régions-là pour faciliter la vie de la population. Nous voulons développer Dolisie, que moi j'appelle, nous on appelle aux États-Unis, on a baptisé Dole City. Pour nous, Dolisie, c'est Dole City, à la manière américaine. C'est comme ça qu'on a baptisé Dolisie. Mais on a des grands projets pour Dolisie. Dolisie, c'est tout petit. On peut construire Dolisie, mais le CHU de Dolisie peut être, l'hôpital peut être construit très vite. Les routes de Dolisie, ça peut être goudronné très vite. Les problèmes d'électricité à Dolisie ou les problèmes d'eau peuvent être réglés un peu plus rapidement. Vous voyez, il y a beaucoup de frères. Moi, j'ai parlé avec eux. Ils ont des projets. Mais il faut leur donner l'opportunité. Il faut que nous ayons les moyens de leur donner l'opportunité d'aller exécuter ces projets-là. Hein, à Dole City. Ça va être une fierté pour le Congo-Brazzaville que Dole City devienne une des villes les plus construites, les plus populaires de notre pays. Nous connaissons le travail, exemple, qu'il y a à faire à Pointe-Noire. Nous connaissons le travail à Brazza. Mais aujourd'hui, comme je dis que je vais parler au Nibolek, nous voulons leur dire que effectivement, nous avons beaucoup de projets pour développer le Nibolan. Mais avant que nous arrivions au pays là-bas, nous allons d'abord le faire ici entre nous, de manière à ce que nous soyons plus confidents quand nous allons injecter le capital pour le Congo. Et comme j'ai dit, ce projet-là, après que nous avons aidé à former cette classe de millionnaires, pour le dire clairement, leur responsabilité sera d'injecter entre 50 et 150 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour aider la construction du Congo. Entre 50 et 150 millions. C'est ça les chiffres que nous sommes tombés quand nous avions fait les calculs par rapport aux assets que nous allons aider les Congolais à avoir aux États, à l'étranger. Donc notre commitment était d'aider ces frères-là à devenir donc très successful, mais eux en retour ils devraient commit de nous aider à raise ce capital-là. Et parmi ces Congolais, je suis parmi eux moi-même pour être honnête avec vous, parce que moi aussi je veux développer.
ma partie économique ici à l'étranger, et je vais être parmi ces gens-là aussi qui vont aider à Commit à pousser que nous ayons entre 50 et 150 millions qui vont être injectés au Congo. Rien à voir avec l'argent du Congo, Brazzaville. Donc vous voyez que c'est de l'argent qui est en tas. On sait déjà qu'il y a beaucoup de moyens au pays. C'est parce que ces gens-là nous ont tout donné aux étrangers. Mais ces 50 ou 150 millions sont au-dessus de ce que le Congo a déjà. Et ce commitment-là va sortir de la diaspora dans le futur. Mais nous allons d'abord aider nos frères à grandir. Nous allons aider nos frères à devenir highly successful. Et c'est un commitment que nous avons pris. Et je vais vous dire, l'un des jeunes qui a fait ça, ce projet-là avec moi, il est du pool. Lui, il est très calme, il n'aime pas trop les histoires publiques. Moi, je vais quand même donner son nom pour lui donner le crédit parce qu'il a travaillé avec moi dans ce projet-là pendant plusieurs années. Son nom, c'est Gasfili Bakakula. C'est un jeune du pool qui est au Ohio, très intelligent. Mais si je vous dis que ce petit-là, ce qu'il va faire pour le pays, c'est incontesté, si je vous explique. C'est des jeunes Congolais, mais qui savent déjà où nous sommes en train de partir. Ils ont la mindset, ils vivent aux États-Unis, ils travaillent, il est américain. They know where the country need to go. Mais ils ne peuvent pas faire ça seuls. Ils ont besoin de plusieurs personnes pour travailler avec eux, pour construire cette force-là. Nous sommes allés avec lui faire les études des stations de gaz. C'était ce qu'on a découvert était incroyable. Vous voyez? Mais c'est des choses que les Congolais peuvent faire. Et il y a d'autres business. Il y a les salons, il y a beaucoup de genres de business. On connaît les Congolais ont beaucoup de diversité. Il y a les habits, comme les Congolais aiment s'habiller, il y a les machins. Ça dépend de chacun. Mais ce que nous voulions, c'était pousser le ownership. Le ownership veut dire que nous devons être propriétaires à 51%. C'est-à-dire que si vous êtes dans un business, les Congolais doivent être propriétaires au moins de 51%, avoir la majorité de ownership. Même si vous faites le deal avec le Français, ou vous faites le deal avec un Canadien ou avec un Américain, il faut que vous ayez la majorité. Parce que cette majorité va nous permettre d'avoir le contrôle, ça va nous permettre d'avoir les décisions sur ce que vous allez faire dans le futur. Et maintenant, on va travailler avec vous pour avoir un commitment de ce que vous allez injecter pour le pays. Comme je vous ai dit, quand nous allons pousser ces Congolais-là à les aider dans leur succès à l'étranger, nous allons leur demander ce commitment-là. Qu'après un certain nombre d'années, une certaine partie de revenus, nous allons, à travers les business que nous avons eu ici, on les a aidés à obtenir, ils vont commit entre 50 et 150 millions pour aller construire le Congo. Et ça va être une fierté pour eux, parce qu'ils vont faire partie de la génération qui a injecté le capital pour construire leur pays, avec le nouveau gouvernement. Donc l'après Sassou, nous parlons là d'après Sassou. On va pas faire ça avec Sassou Nguesso. Il ne mérite pas. Nous allons d'abord construire ça ici dans la diaspora, à travers les pays. Nous allons propulser ça pour que les Congolais sachent qu'il y a aussi de l'argent que les Congolais ont à l'étranger qui va rentrer au Congo-Brazzaville. Mais il faut que les choses changent politiquement, parce que les gens qui ont volé, qui ont tué, nous ne sommes pas intéressés. Nous voulons des gens qui vont venir construire le pays. Et nous pouvons aussi maintenant supporter nos futurs politiciens pour dire que tu vas être politicien demain au Congo, mais tu as besoin que les gens te soutiennent. Tu as besoin des financiers. Aux États-Unis, ici, chaque parti est financé par des billionnaires. Je l'ai dit dans le public avant. Ben oui, ils sont parce que, et quand il passe, Donald Trump est passé président, il était soutenu par les billionnaires républicains. Il a passé les tax cuts qui va faciliter les business de tous ces gens-là. Donc, ils vont récupérer une partie de l'argent qu'ils ont investi. C'est comme ça que ça marche. Il faut que nous soyons confortables avec l'idée d'aider les autres à devenir très successful, mais eux aussi qui commettent d'aider le pays et d'aider leurs compatriotes. Donc, il faut que nous commencions à devenir, à encourager le succès et le ownership
être propriétaire, parce que cette histoire de ne pas être propriétaire au Congo, c'est ça qui nous tue le plus. C'est pas l'argent qui vole. L'argent qui vole, c'est des miettes comparé au fait qu'ils ont donné toutes les ressources. Comment vous allez inverser ça? Mais il faut que vous-même vous soyez des gens qui comprennent le business, des gens qui savent gérer. Vous n'allez pas venir inverser ça avec des postes politiques. On a vu votre politique, ce que ça nous a apporté. Comme vous n'aviez pas de business, vous n'avez pas de machine financière derrière vous, vous avez fait le deal pour tuer vos frères. Mais c'est ça que cette diaspora doit changer. Il ne faut plus laisser les Blancs avoir le pouvoir de venir vous dire que pour toi, pour que tu manges, tu dois aller tuer ton frère de telle région. Donc, cette mindset, c'est pour challenge ce que nous avons vécu chez nous. Et pour donner aussi une force à l'étranger, comme ça aussi, on a aussi une force à l'étranger. On a l'argent, on a l'influence, on a les relations avec les politiciens à l'étranger, comme certains d'entre vous sont en train de faire. Le problème, c'est que les relations que vous voulez créer, vous êtes broke. C'est ça. Les relations politiques que nombreux d'entre vous, dans vos partis politiques ou quoi que vous voulez créer avec les étrangers, c'est pour aller leur demander l'argent. Non. C'est ça le problème. Les relations que vous créez avec les Blancs devaient être des relations de partenariat. Vous avez déjà vos frères congolais qui ont les moyens qu'ils ont injectés dans votre projet avec vous, politique, de ce que vous deviez faire au pays. Et vous allez maintenant négocier avec les Blancs en tant que partenaire. Parce que vous avez déjà l'argent, vous avez votre projet, mais comme eux aussi ils sont au pays là-bas, on leur a donné une partie des ressources, il faut refaire les deals. Vous venez avec beaucoup de confidence, vous avez votre backup par des Congolais qui ont aussi les nationalités de ces gens-là, français, ou les nationalités américaines, ou les nationalités allemandes. Donc c'est un peu ça, la mindset que nous on a poussé ici aux États-Unis. Et je veux remercier mes frères qui le font ici aux États-Unis. Je veux leur dire que je suis très fier, et nous sommes très fiers d'eux. Je veux aussi remercier mon frère Bernard Pungui qui avait partagé les détails de ce qu'il voulait faire au Congo pour le travail, les préparations, tout ce qu'il a préparé pendant des années. Et je veux lui dire que nous aussi, aujourd'hui, je partageais, comme j'avais posé la question, quelle est ta solution? Ben, je veux te partager aujourd'hui aussi la solution que nous, on a mise en place ici aux États-Unis il y a quelques années avec des frères congolais, c'est de former cette force économique-là pour qu'on n'ait pas seulement, on n'attende pas seulement l'argent du Congo, mais que nous ayons l'argent ici à l'étranger. Mais ça va se faire avec des business. Voilà. C'est pas avec vos boulots personnels. C'est avec des business. À travers les États différents, à travers les pays différents, on doit communiquer ensemble. On doit faire des voyages, aller voir les autres. S'ils ont des bandits là-bas, comment on peut faire? Eux, ils doivent venir chez nous ici aux États-Unis. On s'assoit autour d'une table et nous, moi, j'ai pas de problème. Hein. Les gens qui sont venus me voir savent comment moi je travaille. Je vous mets le machin. Tout est noir sur blanc. Si vous êtes prêts, on prend les avocats et puis vous devenez propriétaire d'un business. Et c'est ça. Et moi, je ne vais pas arrêter de promouvoir ça. Parce que j'ai compris quelque chose en vivant aux États-Unis. La vraie force, la vraie influence, c'est le ownership. Ce n'est pas le poste politique. Parce que le ownership facilite un peu plus les choses. Ceux qui sont propriétaires ont plus d'influence. Et il faut qu'on crée une grande classe dans la diaspora des Congolais qui vont être propriétaires de staff. Comme ça, ils vont plus facilement aider le Congo. Et comme j'ai dit, le commitment sera entre 50 et 150 millions de dollars qui sera injecté au Congo-Brazzaville pour le construire. Plus ce que le Congo va apporter. C'est le commitment que nous avons mis ensemble il y a près de 5 ou 6 ans aujourd'hui. Et j'étais très fier de ça avec mes frères congolais avec lesquels on l'a fait. Comme je dis, c'est juste que nous n'avions pas partagé tous les détails à tout le monde parce que on voulait s'asseoir en fait en face des gens
et leur expliquer, OK, pourquoi, qu'est-ce que toi tu veux faire, quel est ton commitment pour le Congo, où est-ce que tu veux investir dans le futur au Congo, OK, où est-ce que tu veux investir ici à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Si on peut t'aider, on peut. Si on ne peut pas t'aider, on va te recommander à quelqu'un qui peut t'aider pour faire ce que tu veux faire. Mais nous allons encourager ces frères-là à devenir propriétaires là où ils sont. Les nationalités que vous avez doivent avoir un sens maintenant, à cause de ce que votre pays a vécu. Tu ne peux pas être français et avoir zéro ownership en France. Quand les Français contrôlent les 3/4 des ressources de ton pays, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu es en France, tu es français, les Français dans ton pays contrôlent une bonne partie de tes ressources, mais toi tu as zéro en France. Tu n'as qu'un boulot. It's not enough anymore. Tu dois être propriétaire d'une partie de la France et utiliser la partie de la France dont tu es propriétaire pour aider ton pays, le Congo-Brazzaville, et aider tes compatriotes congolais. Donc, c'était un peu ça que nous avions préparé il y a près de 5 ou 6 ans. Et comme on dit, bon, c'est étape par étape, on va commencer à présenter les idées, mais il faut d'abord qu'on parle de ce que nous voulons faire aussi. Et il y en a qui ont déjà commencé, il y a des Congolais successful, hein, ici, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de Congolais qui sont successful. Il y a des Congolais qui le font dans le calme, hein, vous ne les voyez pas sur les médias, mais quand on parle, ils nous écoutent, ils savent de quoi on parle, ils savent que, OK, you're good. Quand nous, on voudra être involved, on va venir, on va appeler les coups, je vais, voilà ce que nous voulons faire et travailler ensemble. Et ce n'était pas seulement pour une histoire de faire l'argent, mais c'était une histoire de raffermir notre communauté, qu'on devienne plus fort, comme les Indiens et les Arabes sont. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire. Je vais vous donner une histoire qui est vraie. Les Arabes aux États-Unis, quand ils sont propriétaires d'une station d'essence, quand le temps arrive pour eux de vendre la station d'essence, ils ne vendent pas ça à n'importe qui. D'abord, pour entrer dans ce business, tu dois demander la permission. Number one. C'est ça que nous avions découvert. Mais la première personne à laquelle ils offrent d'acheter la station d'essence, c'est à leurs compatriotes. En général, c'est un cousin ou c'est un cousin d'un cousin. Ils ont un principe. Un business qui part de la main d'un arabe doit aller dans la main d'un autre arabe d'abord. Pourquoi ils font ça? Les juifs font la même chose, vous, surtout vous les chrétiens. C'est la partie qui est un peu choquante pour moi. Vous les chrétiens, vous parlez en lisant la Bible, en faisant la promotion, vous parlez tellement des juifs. Mais vous avez vu ce que les juifs font aujourd'hui? Les juifs font la même chose. Ils donnent d'abord le business, ils appellent d'abord un autre juif avant de vendre quoi que ce soit. Parce qu'ils ont un principe, c'est que la richesse ou le succès doit partir de ma famille, moi qui est arabe, à mon frère arabe ou à mon cousin arabe. Et lui, quand il fait ça, il fait la même chose. Il prend ça entre ses mains, il va déposer ça entre les mains d'un autre arabe. La raison pour laquelle ils le font, c'est parce que ça garde leur communauté strong financièrement. Et je vais vous dire, même quand il y a eu des histoires ici, là, du 11 septembre, les Américains ont essayé de se débarrasser d'eux. C'est là où tout le monde a découvert qu'ils étaient trop forts financièrement. Le président a dû venir à la télé dire aux Américains d'arrêter, d'arraser les Arabes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la guerre là, ils ont mené ça en Afghanistan. Ils sont très forts aux États-Unis. Ils contrôlent tout un État. L'État du Michigan est contrôlé en majorité, quand tu parles de business, par les Arabes. Ils n'ont pas construit ça en un jour. Ça leur a pris des dizaines d'années pour faire ça. Mais avec cette force-là,
ils ont construit, ils aident leur pays. Vous voyez? C'est ça que nous, les Congolais, on n'a pas encore compris. Ce n'est pas une question seulement d'acheter des Weston et de porter des costumes et d'aller dans les plus et d'être les plus beaux dans les fêtes. C'est bien. Mais il faut aussi être propriétaire de business pour pouvoir aider votre pays et pour pouvoir aider vos compatriotes dans les pays où vous vivez, pour avoir cette force économique-là. C'est comme ça que les Arabes font. Les Coréens font la même chose, les Indiens font la même chose, les Juifs font la même chose. That's why they're powerful. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les enlever de ces pays-là. Parce qu'ils ont ils contrôlent une partie des ressources. Mais les Congolais de Brazzaville contrôlent quoi en France? Ça, c'est une question. C'est toute une étude qu'on peut faire dessus. Depuis que la France prend les ressources chez vous au Congo-Brazzaville gratuitement, le pétrole, comme on a vu avec Eni et Total, vous contrôlez quoi en France? Je prends un exemple. Quelle est votre force économique que vous avez en France? À part le fait d'être français ou d'avoir un boulot en France. La vraie force économique, qu'est-ce que vous contrôlez en France? Ça, c'est une grande question. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, la mindset que nous avons poussée ici aux États-Unis. C'est ça notre rêve pour construire le Nyari, la Bouenza, le Kumu et même le reste du Congo. C'est d'avoir cette force-là et de supporter ces Congolais-là qui vont accepter de venir devenir entrepreneurs, qui vont accepter donc de nous aider à avoir les moyens. Ça ne va pas être tout le monde, non, c'est ça. Ça va être peut-être une minorité, mais ils vont avoir cette force-là d'aider leur pays, d'aider leurs compatriotes à l'étranger et d'aider leur pays. Et nous allons les promouvoir. Parce que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de moyens. Les moyens ne peuvent pas seulement venir des histoires dégueulasses de ça. Hein? On peut les construire nous-mêmes. C'est un peu, c'est ça qu'on essaie de dire pendant des années ici. Et ça a pris un peu de temps, mais maintenant les Congolais commencent à catch on. Mais bon, nous allons continuer à répéter ça. Nous allons continuer à pousser les histoires successful des Congolais pour encourager nos frères à continuer à le faire. Et pour nos frères du Nibolan, c'était en fait sous cette procédure-là que nous voulions construire le Nibolan. C'est sous cette procédure financière-là. C'est pour ça que vous nous voyez, on se bat pour le faire. C'est pour pouvoir construire le Nibolan, même le reste du Congo aussi, mais comme aujourd'hui on parle du Nibolan, c'est comme ça en fait qu'on va aider à construire. Et les politiciens qui vont venir vont être supportés par ce que nous sommes en train de faire et nous allons leur demander d'aller construire, d'aller accélérer les choses parce que nous allons injecter aussi le capital derrière à ces futurs politiciens. Bon, à part ça, je voulais aussi parler un peu, j'avais dit, je vais faire juste un mot à propos de l'UPADS, donc l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, pour moi du président, professeur Pascal Lissouba. Vous voyez, le président Pascal Lissouba avait un rêve à l'époque, et les gens se sont même foutus de sa gueule. Il voulait faire du Congo-Brazzaville une petite Suisse, il avait dit à l'époque. Bon, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est un peu miroiter le Congo-Brazzaville comme une extension des États-Unis, dans le sens où nous allons élever la classe moyenne, créer le boulot pour que la classe moyenne gagne un peu plus, et que nous ayons maintenant une classe moyenne. Il y a les riches, il y a la classe moyenne, il y aura toujours des pauvres, on le sait. Mais il faut créer la classe moyenne. Ça va donner l'opportunité à plus de Congolais de pouvoir maintenir leur vie et vivre décemment et tout ça, sans avoir besoin de s'entretuer. Mais il voulait faire du Congo-Brazzaville une petite Suisse. Et quand vous voyez ces projets à l'époque, c'était un peu ça. C'était construire le Congo. Et il a même fait un challenge quand il a fait le deal avec Oxy au lieu de faire le deal avec Elf. Et tout le monde sait ce que ça a créé la guerre et tout ça. On a créé la guerre, on a voulu le chasser. On lui a fait la guerre 2 fois.
Parce qu'ils voulaient faire les choses différemment. Comme vous comprenez, vous qui connaissez bien là, les Français, vous savez comment les Français font, ils ne vont pas vous laisser venir changer le statu quo facilement. Donc, nous avons appris aussi de ces leçons-là. Mais ça ne veut pas dire que le rêve du président Pascal Lissouba de l'UPADS n'était pas des bons rêves ou n'avait pas de bonnes intentions. Le problème, c'est que les gens qui étaient avec lui, autour de lui, n'ont pas voulu exécuter ça. Ils ont voulu se servir. Ils étaient pressés de ramener Sassou au pouvoir. C'est pour ça que les 20 dernières années, nous avons encore eu Sassou, parce que même les gens qui étaient autour de Lissouba, nombreux ont couru pour ramener Sassou. Parce que les gens disaient qu'ils n'aimaient pas sa logique. Eux, ils voulaient ce qui est terre à terre. On vole, on prend, il n'y a pas de trucs, les choses ne sont pas faites en ordre. Ils voulaient la pagaille. Et ils sont allés supporter Sassou. Et aujourd'hui, quand tu vois l'UPADS, c'est triste de le dire, et je suis Nibolek, je dois le dire, moi, j'étais à Dolisie quand Pascal Lissouba est devenu président. Pour moi, c'était l'un des moments les plus powerful de notre pays. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu comment on a voté un président au Congo-Brazzaville. Pour moi, c'était un des moments les plus fiers que j'ai de mon pays. Parce que cet homme avait été élu par les 3/4 du pays. Je suis allé, mon père nous a envoyé en vacances à Dolisie, mon petit frère et moi, Mabourim. Nous sommes allés au Grand Hôtel voir comment il avait gagné. C'était un moment extraordinaire pour notre pays. Cette démocratie-là, c'était extraordinaire. Mais depuis là, tout ce qu'on a entendu et vu, c'est que des trucs dégueulasses. La haine, la guerre, la division. Comment on fait pour revenir à ce moment-là dans notre pays? Ben, il faut que les Congolais le fassent maintenant, se lèvent. Il faut que les Congolais mettent les moyens. Il faut que les Congolais choisissent maintenant les gens qui vont venir construire le Congo. Construire le Congo. Construire le Congo. Et soutenir ces jeunes-là qui vont aller construire le Congo. C'est pour ça qu'il y a une différence de génération, de mindset entre notre génération et les générations de nos parents, de nos grands-parents. Nous n'allons pas faire comme eux, nous ne voulons pas faire comme eux. Parce que leur mindset n'a pas fait avancer le pays. Nous devons le faire à notre manière, différemment. Et nous devons préparer les Congolais à ce que le Congo maintenant va être construit. Nous devons sortir de la médiocrité, l'humiliation qu'on fait vivre à nos populations, l'humiliation de tous les jours. On doit sortir de ça. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Vous voyez? Et ce qui est triste dans l'UPADS d'aujourd'hui, quand nous entendons, on a même l'impression que c'est comme deux partis. Il y a une partie qui apparemment a fait le deal avec le président, et puis on a dit que bon, l'UPADS est devenu le premier parti d'opposition, ou quoi, les leaders de l'opposition. Et il y a l'autre parti de l'UPADS qui apparemment derrière le général Mokoko, qui veulent faire les choses différemment derrière le général Mokoko. Donc, vous voyez même que même l'un des plus grands partis qui influence ces trois régions-là, les Mabamantatu, hein, n'a plus l'air d'être en cohésion, comme vous n'entendez plus le rêve de celui qui est le leader originaire de ce parti, le rêve de construire le Congo. Lui disait comme une petite Suisse, nous on dit comme une petite Amérique. Dole City, Dolisie. Vous voyez que cette partie du rêve de l'UPADS s'est évaporée. Parce que maintenant, c'est des deals qu'on fait avec Sassou. Bon, les gens veulent survivre, hein, d'après ce qu'on m'a fait comprendre que c'est comme ça. Ils veulent survivre. Donc, c'est un deal de survie qu'ils ont fait. Mais le Congo n'avance pas. Mais maintenant, moi, ces jeunes députés-là, de ma génération, qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont les députés de l'UPADS, qu'est-ce qu'ils font?
Je n'entends rien. Nous n'entendons rien de ce qu'ils font. Nous n'entendons pas les développements à Dolisie ou à Madingu ou à Sibiti. I have heard nothing. Donc l'UPADS est devenu en fait un parti fantôme. Ça s'est détaché du rêve du président professeur Pascal Lissouba. Nous n'entendons pas ça dans l'UPADS d'aujourd'hui. Moi, je n'en lis zéro. C'est devenu un parti fantôme. Et c'est un des plus grands partis qui couvre 3 grandes régions de notre pays. Sans compter le support qu'ils ont dans les autres régions. Ou les soi-disant députés ou je ne sais pas quoi qu'ils ont. Mais on n'entend pas la vision du président professeur s'exprimer. C'est mort. C'est devenu un parti de faire des deals dégueulasses pour accepter la médiocrité. C'est ça du PADS d'aujourd'hui. Et si vraiment, si je me trompe, s'il y a une vision comme celle que le président professeur avait parlé, qui existe, je vous en prie, mes frères de l'UPADS, venons nous partager la vision, cette vision poétique, cette vision de la construction du Congo-Brazzaville. Venez nous la partager parce que nous ne l'entendons pas. Quand on entend parler de l'UPADS, c'est que des crasses. C'est la division entre la France et le Congo. L'UPADS qui est en France et le Congo, c'est comme 2 mondes différents. Mais mes jeunes frères Nibolek, c'est quoi le rêve que vous allez apporter à notre pays? C'est quoi le futur que vous avez préparé pour notre pays? Il faut le partager. Que nous écoutions. À ceux qui sont députés aujourd'hui, qui sont de notre génération, c'est quoi exactement que vous faites dans nos départements? Quel est le travail qui se fait qui aide la population? Pas le travail de préservation pour préserver vos familles, pour préserver vos salaires. Nous ne parlons pas de vos travail de préservation. Nous parlons du travail qui fait avancer les populations. Du Niari, de la Boéza, de la Lekumu, du PADS. Où est votre vision? Où est la vision du professeur président Pascal Lissouba? Vous ressemblez maintenant à un parti, je dirais quoi? Zombie? Vous êtes seulement là? En fait, vous attendez, peut-être, quand quelqu'un, si ça ne s'ouvre pas, bon, maintenant, peut-être que c'est là où vous allez vous réveiller. I don't know. Mais vous êtes devenu un parti zombie et vous couvrez une bonne partie du Congo-Brazzaville. Dans le support, vous avez tous ces nibolèques là qui sont derrière, qui sont en train d'attendre l'inspiration que le président professeur avait emmenée. Mais j'espère que vous pourrez au moins nous dire, elle est où? C'est quoi que vous faites pour le Congo, vous, aujourd'hui, l'UPADS? Que ce soit ceux de la France ou ceux du Congo qui ont fait le deal avec Sassou. C'est triste. Et c'est l'un des plus grands partis de chez nous. Et il couvre des centaines et de milliers de Congolais. Mais c'est un parti zombie. Devenu un parti zombie. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de... There is no more firecracker, le feu là, que le président professeur avait emmené dans notre pays. Vous l'avez éteint. Mais bon, c'est un peu triste à le dire. Mais j'ai quand même la confidence sur mes jeunes frères qui sont partout à l'étranger. J'ai parlé avec eux et je compte sur eux pour amener le feu. Pas peut-être absolument dans l'UPADS, mais pour ces régions-là, qui ramènent ce feu-là, qu'on puisse construire chez nous aussi. Je compte sur eux, parce que ce que nous voyons maintenant là, c'est vraiment c'est triste. Et je crois que même le président professeur Pascal Lissouba, maintenant là où il est, je pense que s'il entend ce que ces gens-là ont fait de son parti, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je voulais tous vous remercier
Ma présentation d'aujourd'hui était un peu juste pour vous expliquer que nous allons avancer les choses un peu d'une autre étape. Nous allons pousser les Congolais à devenir un peu plus propriétaires de ce qu'ils font. Et nous allons encourager les Congolais à soutenir leurs frères. Et nous allons aussi encourager les Congolais dans le futur à injecter le capital. On a dit que ce que nous avions prévu, c'était entre 50 et 150 millions de dollars qui vont être injectés pour construire le Congo dans le futur. Et nous espérons que les Congolais vont nous aider à construire cette force-là à travers tous les pays, hein, la diaspora, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre et tout ça, pour que nous soyons maintenant strong et que nous ayons plus de contrôle sur notre futur. Merci beaucoup à vous tous. Laisse-moi dire merci ici à ma sœur Eben Teranga, Bikiville. Merci beaucoup. Merci. Merci à mon frère Georges Goma. Merci beaucoup pour le combat que tu fais au Canada. Merci. Merci beaucoup. À mon frère Jonas Satou, merci beaucoup. À mon frère Fabrice Carter Jordan, merci. Merci mon frère. À mon frère Dominique Bemba, merci beaucoup. Et aux autres aussi qui étaient là, je vous remercie. Mon frère Denito, des Rovers. Les autres qui étaient là aussi avant, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour écouter. Je vous en prie, partagez cette vidéo si vous pouvez, parce que nous voulons maintenant passer à une autre étape, à l'étape de ownership, on appelle ça ici. L'étape de devenir propriétaire de nos ressources et de construire une communauté forte des Congolais de Brazzaville dans les pays où nous vivons, avec les nationalités que nous avons pu avoir. Et une partie de ces revenus dans le futur aideront à reconstruire le Congo. Nous allons soutenir la presse à sous, hein, les gens qui vont aller à presse à sous. Nous allons pousser certains politiciens à s'assurer que, nous allons mettre les moyens à s'assurer qu'ils vont pousser la construction du Congo comme ce que nous on a mis en place ici, et nous allons mettre les moyens derrière. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour le support. Je veux vous dire que notre pays sera meilleur que ce que vous voyez aujourd'hui. Nombreux d'entre nous, on a beaucoup de détermination et nous travaillons ensemble, nous allons continuer à appeler les autres et nous allons construire le Congo-Brazzaville. Ça, c'est quelque chose que je peux vous dire très clairement avec beaucoup de confidence. Nous allons construire le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous garde.